alinéa 5 du règlement. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous examinons en deuxième lecture le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 que notre groupe Les Républicains n'a pas voté en première lecture. Nous ne pouvons que louer le travail de nos collègues sénateurs qui ont approuvé un certain nombre d'articles consensuels. Vous venez de rappeler en particulier, Madame la Présidente, l'article 40. Les sénateurs auront bien tenté d'améliorer le texte, toujours et encore, mais force est de constater que certains de leurs amendements n'ont pas trouvé grâce à vos yeux. Je regrette personnellement que certains de ces amendements, que nous avons également défendus en première lecture, n'aient pas pu être retenus. Et j'avoue que je trouve de plus en plus pesant ces allers-retours entre l'Assemblée nationale qui tricote, le Sénat qui détricote, et l'Assemblée nationale qui ayant le dernier mot. Oui, mais si on pouvait changer ça, chers collègues. Puisqu'en définitive, oui, mais rien ne sera plus comme avant, a-t-on entendu ces derniers jours. Et en définitive, peu de cas est fait des propositions formulées par l'opposition, précisément parce qu'elle est l'opposition. L'unité nationale, c'est aussi cela. Accepter de considérer que les bonnes idées, les belles initiatives, les justes propositions ne sont pas l'apanage d'un camp et que le sectarisme n'a définitivement plus sa place dans nos débats et dans cette enceinte. J'en reviens au texte qui nous laisse un goût amer et qui justifie cette motion de rejet. Il confirme que le gouvernement fait désormais fi du pacte de stabilité, prenant le risque de mettre en danger notre souveraineté financière. L'aveu a d'ailleurs été fait la semaine dernière par le président de la République, qu'encore une fois nous avons applaudi pour les annonces qu'il a faites, tout simplement parce que c'est des annonces qu'il reprenait de collègues qui avaient déjà fait ces propositions. S'agissant de l'équilibre général, la Cour des comptes le constate. L'équilibre que le gouvernement promettait rapide est repoussé au-delà de 2020, dans le meilleur des cas. Les allègements de charges qui ont été votés dans le PLFSS rectificatif 2014, que nous avons soutenu, ne sont pas plus compensés pour 2016 qu'ils ne l'ont été en 2015. En somme, ces allègements seront financés par la dette, qui atteint déjà plus de 2 000 milliards d'euros, soit quasiment 100% du PIB. Le gouvernement s'enorgueillit de présenter une branche vieillesse sur le chemin du retour à l'équilibre, mais passe sous silence la dette du Fonds de solidarité vieillesse, dont le déficit ne cesse de se creuser. 3,8 milliards en 2015, 3,7 milliards en 2016. Toujours sur cette meilleure situation de la branche vieillesse, vous devriez, à l'honnêteté, de rappeler que cela a été rendu possible grâce au relèvement de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, décidé par vos prédécesseurs en 2011, que les partis de gauche, dont le Parti socialiste, ont durement combattu. S'agissant du report de la date d'entrée en vigueur des nouveaux allègements de charges pesant sur les entreprises de janvier à avril 2016, nous continuons à le dénoncer. C'est une promesse non tenue qui discrédite la parole de l'État et grippe la confiance des entrepreneurs à l'égard du gouvernement. Sur les modifications du Sénat, nous aurions apprécié que vous reteniez de supprimer l'abaissement du seuil d'assujettissement aux cotisations sociales pour les indemnités de rupture, de généraliser l'augmentation de la déduction forfaitaire à 1,50 € pour les particuliers employeurs, quelle que soit l'activité de l'employé, d'alléger les charges sociales supportées en début de carrière par les jeunes agriculteurs, mais aussi et surtout, par sagesse et parce que les Français y sont prêts, de relever l'âge légal de départ à la retraite, à l'instar de ce que font tous nos voisins européens. Les sénateurs ont également proposé d'instaurer 3 jours de carence dans la fonction publique hospitalière. Cela vaudrait aussi pour les autres fonctions publiques d'État et territoriales. Mais dois-je vous rappeler à cet égard que la majorité précédente avait introduit un seul jour, que vous vous êtes empressés de supprimer en arrivant en responsabilité en 2012, alors même que la Fédération hospitalière de France avait reconnu un impact réel et salvateur sur la baisse de l'absentéisme. À ce sujet, nous n'échapperons pas à une réflexion globale
sur le temps et les conditions de travail dans les hôpitaux. Je préside la commission administrative paritaire d'un hôpital de ma circonscription. Je discute beaucoup avec les personnels, les responsables des organisations syndicales et la direction. Ma conviction est faite de la nécessité de se donner les moyens de faire évoluer la gestion des ressources humaines. Un exemple. Savez-vous que de plus en plus de demandes de temps partiel sont refusées dans les hôpitaux au motif de la désorganisation des services, ce qui s'entend parfaitement, mais aussi pour des questions financières, car un 80% est payé 86%, un 90% 92% et un 75% 75%. Ne trouvez-vous pas qu'il y a matière à débat, Madame la Ministre? Enfin, permettez-moi d'insister sur quelques articles de ce PLFSS. À l'article 21, d'abord, sous couvert de généralisation de la complémentaire santé, le gouvernement amplifie les inégalités d'accès à cette dernière. Aujourd'hui, il existe 8 dispositifs permettant de bénéficier d'une complémentaire santé. ACS, CMUC, contrat individuel, contrat collectif, contrat Madelin, labellisation et référencement. Le PLFSS pour 2016 en propose 2 supplémentaires, dont un qui isolerait les plus de 65 ans dans des garanties spécifiques. Cette segmentation porte en elle la sélection des risques au détriment des assurés les plus en difficulté, qui sont pourtant, et paradoxalement, la cible de cette mesure. Il remet donc en cause le principe de mutualisation des risques sur lequel repose le système assurantiel. C'est un frein à la solidarité entre les actifs et les inactifs. Par ailleurs, dans le cadre du PLFSS pour 2015, vous aviez souhaité que la prime de naissance soit versée à la naissance et non plus au 7e mois de grossesse, comme notre collègue Clergeau l'a rappelé tout à l'heure. Sachez que cela pénalise financièrement les bénéficiaires au moment où l'arrivée de l'enfant au foyer accroît les dépenses des ménages déjà confrontés aux difficultés économiques pour beaucoup d'entre eux. Nous avons tous été sollicités par les caisses d'allocation familiale de nos territoires respectifs. Nous demandons à l'article 31 le rétablissement du versement de la prime à la naissance avant la naissance de l'enfant, ce qui nous paraît être une mesure de justice sociale. S'agissant de l'article 49, qui réforme la tarification des soins de suite et de réadaptation, vous savez, Madame la Ministre, l'accord de principe de l'ensemble des acteurs locaux. Mais permettez-moi de vous rappeler qu'ils souhaitent une étude d'impact sérieuse avant que soient prises les décisions définitives. Enfin, je ne serais pas dans mon rôle si je n'insistais pas auprès de vous sur le manque cruel de places en établissement pour les personnes handicapées, qu'elles soient enfants ou adultes, et ce, malgré les efforts consentis dans ce PLFSS. En conclusion, malgré les articles qui vont dans le bon sens, que nous pouvons voter, malgré la suppression de l'article 10 qui voulait éteindre les exonérations de cotisations patronales dans les ZRR, que nous saluons, que nous avions même soutenu, nous ne voterons pas ce PLFSS. Il comporte encore trop d'insuffisances. C'est que j'ai tenté de démontrer, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette motion de rejet. Je vous remercie. Merci, Madame Lecallennec.